bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin et c'est l'ouverture de 3 nouvelles expositions temporaires présentées ici au Carrefour culturel Paul Médéric, soit l'exposition Broderie d'art, exubérance et poésie de Marie-Renée Otis, où je me trouve présentement, L'eau et les coups de cœur 2020-2021 de la Corporation Lumière Image de Charlevoix, et finalement, Rêve d'une rive, rive de rêve de Madame Marie Plante. Bonne émission! La première exposition qu'on présente au Carrefour culturel aujourd'hui se nomme Broderie d'art, exubérance et poésie. Et c'est le travail de Mme Marie-Renée Otis qui est présenté. Bonjour, Mme Otis. Bonjour, Pascal. Bienvenue au Carrefour culturel. Merci. C'est une joie d'avoir votre travail ici, pour se voir aussi aujourd'hui. Alors, premièrement, justement, parlez-moi donc de qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition? Alors, c'est comme une synthèse de ma carrière, parce qu'au début, l'idée, c'était de faire une rétrospective, mais ensuite, j'ai dit non. Je vais plutôt faire une synthèse, c'est-à-dire montrer aux gens d'abord la toute première broderie, ensuite la toute dernière. Et entre les deux, quelles œuvres ont été caractéristiques de ma démarche, de mon travail, et ensuite, en faisant cette recherche-là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi comme un fil conducteur, donc un thème qui revient régulièrement dans mes œuvres. Alors ça, c'est ce que je présente. Et le titre de l'exposition, Exubérance et poésie. Donc, les œuvres que j'ai choisies montrent l'exubérance, à la fois l'exubérance des couleurs. Dès la toute première œuvre, j'essaie de toutes les mettre, les couleurs. Ensuite, l'exubérance, donc la générosité et l'abondance au niveau des matériaux, de la diversité des matériaux que j'utilise dans mes broderies. Et là, ça va autant des escargots jusqu'à la soie, jusqu'à de l'or, jusqu'à des bijoux précieux. Il y a vraiment une grande variété, une exubérance de matériaux. Oui, dans les médiums. Dans les médiums, et ensuite, ce sur quoi j'ai travaillé. Dans le sens que pendant des années, j'ai travaillé sur un canevas Pénélope. En soi, il est solide et travaille bien, mais il n'est pas très beau. Donc, je le recouvre au complet. Et ensuite, j'ai abordé différents tissus où là, le tissu participe à l'œuvre. Je ne le cache plus, mais il participe à l'œuvre. Et ensuite, travailler avec des tissus qui ont une histoire. Et là, particulièrement, Pascal, des tissus qui ont appartenu aux petites franciscaines de Marie. Et elles avaient toujours le génie de rajouter des magnifiques dentelles faites à la main, de frivolité ou de crochet. Donc, je travaille pour mettre en évidence ces beaux tissus qui servent aussi de support. L'exubérance au niveau des formes, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu sortir des encadrements et des formats rectangulaires et aborder la troisième dimension. Donc, des broderies sculptures. Je n'en présente qu'une, mais ça permet, on peut en faire le tour. Et encore une fois, l'exubérance, donc la profusion des matériaux. Et ça va même jusqu'à une jupe de pygmée et un chasse-mouche. Alors, ça te donne une idée. Ensuite, l'exubérance, c'est dans la variété des techniques que j'utilise. Parce que il y a une très grande variété de techniques de broderie. Juste de penser que plusieurs cultures ont abordé au cours de l'histoire la broderie à leur manière. Les Japonais ont développé une expertise avec la soie. En Amérique du Sud, c'est avec de la laine. Ailleurs, c'est le coton. D'autres, c'est le fil métallique. Alors, tout ça, c'est des variétés, mais aussi la manière de travailler le fil. Je t'en donne quelques-uns, soit de la couchure, soit de la gaufrure, ou avec le perlage. Donc, on utilise l'aiguille différemment dans ces techniques-là. OK, juste parce que je suis curieuse, environ combien de techniques de broderie différentes sont présentées ici?
Mais ou que vous connaissez, là, que vous travaillez Ben, mes régulièrement. favorites, hein, parce que je suis beaucoup de cours de broderie et à un moment donné, j'ai des techniques préférées, alors ça finit par être celle que j'utilise beaucoup. Donc, mes préférées, c'est la couchure. La couchure, c'est un fil, soit qui est trop gros, ou qui est trop fragile, ou qui est trop raide. Je ne peux pas le passer dans le tissu avec l'aiguille. Alors, je le couche, je le dépose sur le tissu et je le fixe avec un autre fil. Oui. C'est ça, la couchure. J'aime la gaufrure aussi. La gaufrure, ça crée des reliefs. Alors, ça prend un fond, soit de carton, de corde ou d'autres choses. Et là, je vais le recouvrir avec des allers-retours. Alors, je fixe, disons que je le recouvre avec un ruban. Je fixe le ruban, je le passe par-dessus. Le fil de fixation passe par en dessous, je ne le vois jamais. Il vient fixer. Donc, ça fait des allers-retours. Et la manière dont je l'ai utilisé ici, quand vous voyez une succession de petits triangles, c'est une gaufrure. Eh bien, on va essayer d'être un peu plus vigilant puis de regarder plus attentivement. Oui. Vous, par contre, en tant qu'artiste, comment c'est arrivé la broderie dans votre vie? Pourquoi c'est aussi la broderie qui vous permet le plus de vous exprimer? C'est un coup de foudre. Oui, c'est un coup de foudre. C'est sûr que depuis que je suis toute petite, que je suis des cours de bricolage avec les religieuses de la congrégation Notre-Dame, le samedi après-midi. Alors, on apprenait toutes sortes de choses, du cuir, de la pâte de papier, bon, ainsi de suite. Et ensuite, les cours d'art plastique au secondaire. Finalement, je ne me suis pas cassé la tête quand ça a été le temps de faire mon choix de poursuivre mes études. Ça a été de poursuivre en art. Alors, au Collège Jésus-Marie, donc le cégep, on avait un cours exploration des matériaux. Alors, on nous touchait au métal, au bois, à la terre, au textile, et là, ça a été le coup de foudre pour les textiles. Ah oui, sur le champ, là. Sur le champ. Ce qui a influencé où je poursuivrais à l'université. Parce qu'à l'Université du Québec, à Trois-Rivières, à ce moment-là, il y avait des ateliers de tapisserie haute lisse, donc un métier vertical. Alors, on fait de la tapisserie, ça monte une ligne à la fois, on travaille l'envers de l'œuvre et à travers les cordes, on regarde sur le miroir l'endroit de l'œuvre. Bref. Donc, j'ai fait de la tapisserie et pour me reposer d'avoir tissé toute la journée, pour continuer d'avoir des fibres entre les mains tellement j'aimais ça, je faisais de la broderie. Juste pour moi, juste pour mon plaisir. Je ne connaissais pas ça. Et pour te dire à quel point je ne connaissais pas ça, la toute première broderie, elle est faite sur une grosse bâche de camion. C'était bien trop dur pour rien. J'aurais eu toutes les raisons de me décourager et que ce soit la dernière, mais ça a été la première. Et ceux qui vont la voir, c'est une œuvre imposante, là, de grand format. Vous n'avez pas commencé comme ce qu'on voit derrière vous avec le macaron, là. Je commençais avec ambition. Oui, exact. C'est vrai. Donc, c'est ce qui fait que je suis allée à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour poursuivre mes études en textile, finalement. Ensuite, j'ai continué d'explorer la broderie comme je voulais. Et c'était la liberté de la broderie qui m'a attirée. La grande liberté. Parce que le tissage, c'est une ligne à la fois. Il faut tout prévoir. Là, non, je peux broder en haut, en bas, à gauche, à droite, dans toutes les directions. Donc, cette liberté-là, c'est encore vraiment... De voir l'œuvre à l'endroit, quand même. Aussi, c'est vraiment l'avantage de faire de la broderie d'art. Oui. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais commencer à suivre des cours de broderie. Et grâce à ces cours-là, j'ai pu commencer à voyager pour aller dans les grandes écoles de broderie et les grands ateliers. Je t'en nomme juste... quelques-uns, là, comme ça, je suis curieuse. Par exemple, l'école Le Sage à Paris, spécialisée dans la broderie haute couture. Ou la Royal School of Needlework à Londres, spécialisée dans, en tout cas les cours que je suis allée, dans la pose de fil d'or.
Ou encore au Japanese Embroidery Center. C'était à Atlanta, mais c'est une succursale japonaise. Bon, je pourrais t'en nommer tout plein. Bien sûr. Je pourrais t'en nommer tout Oui. plein. OK? Et ça, c'est extraordinaire d'aller dans ces ateliers-là, de rencontrer les artistes, les formateurs, tout le contact avec les autres étudiants. Et ça vient de partout dans le monde pour aller dans ces écoles-là. Ça a ouvert vos horizons. Absolument. Ça a permis de nouvelles possibilités. Tout à fait, oui. Oui, continuez. Non, je vois que... Bien, c'est parce que je me dis que j'ai oublié un volet de mon exposition, parce que c'est exubérance et poésie. Oui. Et là, qu'est-ce que vient faire la poésie là-dedans? Alors, c'est sûr qu'on peut voir dans chacune des œuvres, ceux qui ont le regard poétique, oui, c'est ça, ils peuvent le détecter. Mais pour la dernière œuvre, celle-ci qui est derrière moi, c'est vraiment lié à la pandémie. OK. Oui. Alors, pendant un an, surtout au début de la pandémie, je ne sais pas si tu te souviens à quel point c'était inquiétant, que tout était fermé, puis il fallait rester chez soi, et ainsi de suite. Alors, c'était pas confortable comme sentiment. Et moi, qu'est-ce qui me fait du bien, puis qu'est-ce qui me calme? La broderie, certainement. Exactement. Oui, mais j'étais vraiment pas dans un état d'esprit pour entreprendre des grandes œuvres ou pour me casser la tête sur le sujet. Alors, je me suis dit, ben, je vais regarder par la fenêtre, et puis c'est ça que je vais broder. Et c'était ce paysage-là que je voyais. Donc, c'est sûr que si la marée est haute, la marée est basse, jour, nuit, varier les techniques, varier les couleurs, varier les fils, ça devient qu'il n'y en a pas un pareil. Ben oui. Ensuite, j'ai montré ça. Je lui ai envoyé à un ami poète de Trois-Rivières qui, lui a donné son regard poétique. Il a fait parler les montagnes. OK? OK, vous êtes en train de me dire que votre ami poète a composé un poème sur chacun des petits macarons? Il les a regroupés. OK. Il les a regroupés. Donc, il y a une vingtaine de poèmes. Et ensuite, avec mon ami Richard, il a tout mis ça en forme et c'est devenu un magnifique livre. Oh. Tu veux m'en donner un exemplaire que je le montre? Je le prends? Oui, bien sûr, oui. Oui. Voilà. Alors, c'est magnifique, c'est Bienveillante montagne. Oui. Et là, tous les macarons sont dedans. Donc, c'est ça l'aspect poésie de l'exposition. Donc oui, il y en a pas mal dans cette exposition. Oui, On comprend bien le thème. D'ailleurs, comment vous choisissez vos thèmes? Comme vous avez dit tout à l'heure, il y en a certains qui vous ont habité plus, hein, qui ont pris plus de place dans votre carrière. Oui. Alors, quand je veux commencer une nouvelle œuvre, si c'est pour une exposition auquel j'aimerais participer et qu'il y a un thème imposé, bien là, c'est facile, je travaille à partir de ce thème-là. Sinon, je fouille dans mes cahiers de dessin et là, bon, ben, j'en choisis un que j'ai le goût d'expérimenter et de traduire. Vous êtes en train de dire que avant de commencer une œuvre, souvent, vous l'avez dessinée avant. Vous avez une espèce de croquis que vous faites au préalable. Presque tout le temps. Presque tout le temps. Dans les présentoirs de l'exposition, on va voir d'ailleurs les dessins qui ont servi à l'élaboration des petits macarons, comme j'appelle. Et effectivement, dans mes cahiers de dessin, c'est spontanément ou intuitivement que je dessine. Et il y a comme des grands archétypes à un moment donné, hein, des grandes images qui reviennent. Et sur ce mur-là, sur un des murs de l'exposition, il y a 3 œuvres, c'est le même thème. Le thème de la terre-mère, une grande figure féminine qui protège l'environnement. Alors, c'est exprimé différemment. Il y en a une qui est tout en blanc, l'autre plus en vert et l'autre en rouge et or. Mais c'est le même thème. Ah, moi, j'avais vu la femme forte. J'avais pas vu la terre-mère. D'accord. C'est vraiment intéressant de... Mais il faut qu'elle soit forte pour protéger la terre-mère. Oui. Et finalement, pour conclure, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Sur quoi vous travaillez présentement? Je suis curieuse. Alors, je me suis préparée quand je savais que je te rencontrerais, Pascal. Parlons de l'avenir rapproché, c'est-à-dire cet automne. Oui. OK? Alors, cet automne, je participe à la Triennale des métiers d'art qui va être présentée à La Sarre en Abitibi, à Gatineau et à Québec, à Materia. Wow.
Ensuite, l'International des miniatures de Lévis. Ensuite, j'ai une série de collaborations pour les revues de l'Association des brodeurs canadiens et l'Association des brodeurs américains. Ensuite, il y a San Francisco School of Design and Needlework qui font plein d'activités et il y a une exposition auquel je participe avec eux. Wow. À la Maison Mère, à Baie-Saint-Paul, dans l'avant-chœur de la chapelle, j'y participe. Au mois de septembre, je fais une conférence auprès des brodeuses du Saint-Laurent. Une autre conférence au mois d'octobre avec un groupe qui s'appelle Découvrir l'art textile. Un peu plus tard, une exposition au Lac Etchemin et aussi une collaboration à des formations que donne quelqu'un par Internet. C'est complètement fou, ça, c'est juste cet automne? Oui, juste cet automne. Vous n'êtes pas occupé du tout, hein? Non, mais c'est plaisant, c'est toutes des belles affaires et je reste dans mon domaine, alors c'est magnifique. Merci, Madame Otis. C'est une exposition à couper le souffle. Vraiment, il faut que les gens viennent voir ça. Et puis, je vous laisse aller, occupé comme vous êtes. Merci beaucoup, Pascal. Merci de l'accueil du Carrefour culturel. Merci. La deuxième exposition présentée au Carrefour culturel se nomme « Rêve d'une rive, rive de rêve » et c'est Madame Marie Plante qui nous montre son travail. Bonjour Madame Plante. Bonjour Pascal. Bienvenue au Carrefour. Oui, c'est un grand plaisir. Oui, c'est un plaisir de vous y retrouver. Hein, oui. La dernière fois, ça avait plutôt mal tourné. Exact. La pandémie. On s'en rappelle, 14 mars. Oui. On a fait le vernissage, puis le lendemain, ça fermait. Tout à fait. Donc, on se reprend. On se reprend cette année. Mais même le thème a légèrement changé. Alors, pouvez-vous m'en parler? Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? Le thème a changé parce qu'il y a eu la pandémie, vraiment. On retrouve quelques œuvres qui étaient là l'an dernier, mais que personne n'a vues, qui abordaient finalement toujours mon thème de la rive. La rive, c'est là où je suis. Hein? Et c'est, pour moi, je l'illustre bien sûr. Quand vous là, dites là où vous êtes, vous voulez dire que vous habitez sur le bord du fleuve? J'habite sur le bord du fleuve, mais ça peut dire pour tout le monde, pour les oiseaux comme les humains, c'est un endroit où on est, où on regarde l'eau, on regarde devant soi, on regarde l'étendue. Et il y a toujours quelque chose devant soi à découvrir. Donc, moi, c'est ce qui me plaît dans ce thème de la rive. Et puis, l'an dernier, j'avais commencé et avec la pandémie, est entré des thèmes comme surmonter les écueils, chacun dans sa bulle,
Je ne reconnais plus mon rivage parce que là, toute la vie est changée, toute la vie est chamboulée. Et moi, ben, ça m'a fait vivre, comme tout le monde, je pense, beaucoup de questionnements. J'ai eu beaucoup de temps pour peindre. Ça m'a permis d'explorer aussi, mais ça m'a permis d'explorer aussi dans moi. Parce que là, je me questionnais, c'était quoi ce monde-là? On n'a pas pu non plus voyager. Alors moi, je suis habituée de voyager, donc ce goût d'aller ailleurs, un peu la migration des oiseaux. Je trouve que les oiseaux, ça nous représente aussi, c'est notre liberté, c'est partir. Oui, oui. Et donc, avec les oiseaux, je me suis mis à me demander, il y a une toile qui dit « Est-ce ma rive de destinée? » C'est comme je me questionne, là. C'est ça ma vie? Puis je suis aussi à un âge où je me demande, là. Tu sais, j'arrive, je vais avoir mes 70, là, je me dis, il arrive quoi avec moi, là? Je me situe sur une chaise berçante, puis that's it. Non, non, non. Donc, c'est une exposition Alors, qui vient de beaucoup de questionnements. De questionnement, puis de dire, non, j'ai encore plein de désirs. Oui. OK? Et d'où le rêve d'une rive, cette autre rive qui m'attire. Donc, c'est tous des titres d'œuvres qui sont exposés et qui ont trait, donc, au confinement. Et découvrir la rive, comme celle-ci qui est derrière moi, c'est la rive infinie. Il y a tellement de choses à découvrir. Et cette autre-là, que moi je l'ai appelée, c'est encore mes oiseaux qui migrent, c'est le bord de la rive, et tout ça. Mais je l'ai appelée Et de Troie, ce sont 3 oiseaux, mais Et de Troie rouge, la lune est rouge. Mais c'était aussi la 3e fois qu'on tombait en zone rouge. Ah oui. Fait qu'il y avait ça en même temps. Ah oui, donc il y a des doubles sens. Oui, c'est oui, ça. oui. Puis il y en a la dernière, parce que je trouve qu'il y a un sens, parce qu'il y a une histoire à cette expo. La dernière, c'est Petit matin sur la rive. Ben là, il y a un certain bien-être qui est revenu. C'est le jour nouveau. C'est ça. C'est le recommencement, Oui. tu sais. Donc, c'est et le contenu et le sens là, du titre qui est Rêve d'une rive, rive de rêve. Ouais. Alors, Maintenant, c'est... Oui? Si on parlait de vous, est-ce que c'est quoi votre parcours, votre cheminement? Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez la peinture? Oui, je réponds à la réponse classique. Depuis que je suis toute petite, puis à l'adolescence, quand j'ai terminé mes études collégiales, ben c'est pour moi, je m'inscrivais aux Beaux-Arts. Mais là, mes parents, bon, puis finalement, j'ai choisi donc la sécurité et j'ai fait médecine. J'ai continué quand même à dessiner, à peindre, à prendre des cours quand je pouvais, quand je n'étais pas trop occupée par la carrière. Puis mon rêve, ben, il était là, puis il a pris de plus en plus de forme parce que moi, je me suis dit, moi, là, je veux, quand je vais prendre ma retraite, je veux vraiment toucher les arts, faire quelque chose là-dedans. Puis là, je me suis dit, je ne ferai pas comme les médecins qui prennent leur retraite à 80, là. Non. Fait que j'ai pris ma retraite à 63 ans et je m'étais préparée. Donc, je suis arrivée le lendemain de ma retraite, je commençais dans une galerie à Québec. Oh, wow! Fait que, et depuis ce temps-là, donc, c'est la passion qui m'occupe. Vous avez dit votre âge tout à l'heure. Oui. Ça fait alors 6 ans que vous faites ça à temps plein. Exact. Exact. Et est-ce que votre travail a beaucoup changé depuis? Il a beaucoup changé, puis il change tout le temps. Certains me le reprochent. Moi, je trouve que c'est pas un défaut, mais une qualité. C'est toute ma créativité. J'explore, je prends des nouveaux techniques, outils, et je continue mon exploration. J'ai fait 10 ans de pastel sec en portrait. Là, je suis complètement dans d'autres choses. Oui, parlez-moi, c'est quoi les médiums qu'on Et là, retrouve? la technique, surtout dans les dernières, là, c'est vraiment ce qu'on appelle les techniques mixtes. Et vraiment, j'ai développé ma technique. Je pars d'une toile sur laquelle je mets ce qu'on appelle le modeling paste. Oui. Et un mortier flexible, en fait, parce que ce que je voulais, c'était de la texture. Et mes œuvres ont beaucoup de texture. Par moments, ils sont quasi 3 dimensions. Et donc, je travaille d'abord ça. J'esquisse pas mon œuvre, mais je visualise. Je sais que je vais avoir un mouvement, je sais un peu ce que je veux faire. Je donne une ligne de composition. Et dans mon mortier,
je viens imprimer des pochoirs, imprimer des végétaux. Et quelquefois, c'est gravé. D'autres fois, je m'en sers pour en rajouter. Donc ça, je fais ça. Ensuite, je fais une couleur de fond. Il y en a plusieurs qui ont été noirs, puis que je viens ensuite, avec des pochoirs, là, faire mes divers éléments. Et donc, je ne sais pas, comme avant, je disais que je faisais des paysages semi-abstraits, mais maintenant, je dis j'ai des éléments figuratifs dans une abstraction. Et, On voit que vous utilisez de moins en moins le pinceau, là. Moins le pinceau, je suis beaucoup à l'aérosol. Oui. Et la spatule, l'aérosol, et maintenant j'ai un aérographe, donc je continue dans cette technique-là parce que je trouve qu'il y a une douceur, et moi j'ai beaucoup de douceur dans mes œuvres, et donc ça me convient bien. Puis je continue à faire aussi le sertissage, souvent couleur or. Donc ça, c'est en relief, c'est par-dessus, je viens mettre en lumière un élément particulier. Puis c'est comme ça aussi que je construis l'équilibre et l'harmonie dans l'œuvre. C'est ma dernière étape, c'est comme ça que je finalise l'œuvre. Oui, oui, ouais. Oui. Et puis là, présentement, c'est le thème de l'eau, mais comment vous choisissez vos thèmes? Quel thème vous avez abordé? Oui, bon, le thème de la rive d'eau, ça, elle est là depuis le début. Je dois être rendue à, je ne sais plus, 60, 70 œuvres dans cette collection-là. J'ai le thème des oiseaux. Ils sont aussi présents, mais quelquefois, je fais des toiles vraiment d'oiseaux qui sont très figuratives. Là, j'ai vraiment le détail de l'oiseau, mais maintenant aussi dans une atmosphère et un fond abstrait. Je cherche plus l'atmosphère à ce moment-là. Okay. Donc, j'ai le thème des oiseaux. Je recommence à faire des personnages, parce que c'est ça que je faisais au pastel, mais à l'acrylique, je me sentais malhabile. Mais là, ben, je recommence. Donc ça, il va y avoir aussi de l'évolution de ce côté-là. Ah oui. Donc, c'est quand même pas mal les thèmes. Puis je fais un peu d'abstraction, l'abstraction complète, là, parce que je trouve que ça renouvelle ma créativité. Je travaille en spontanéité. Puis, ben, quand je fais de l'abstraction, là, on est dans la spontanéité de la couleur, du geste. Puis, il faut quand même avoir la recherche d'équilibre. Puis c'est là aussi que j'expérimente des nouvelles techniques et des nouvelles approches. Ouais. Et quand je reviens ensuite à une collection ou un thème déjà utilisé, ben j'apporte ça avec moi. Donc l'abstraction me permet d'évoluer, renouveler ma créativité, puis entretenir ma spontanéité. Ouais. C'est super intéressant. Est-ce qu'on peut voir vos œuvres ailleurs qu'ici présentement? Oui. J'expose en même temps cet été à l'île d'Orléans, au Centre d'art Saint-Laurent. Il y a une quarantaine d'artisans et d'artistes, donc j'ai des œuvres là. Ensuite, à Québec, dans des grandes cliniques médicales, tu sais, je viens de la médecine, dans des grandes cliniques médicales, j'ai quand même pas mal d'œuvres. Et puis ensuite, ben, j'ai un site, un site marieplante.com. Et où on retrouve mes œuvres disponibles. Ouais. Et puis, je suis dans 2 galeries virtuelles, Galéa, qui est une galerie québécoise, là, mais qui maintenant est énorme. Là. Il doit y avoir 20 000 œuvres dans cette galerie-là, virtuelle. Puis, je suis aussi avec la Société de la Haute-Saint-Charles dans la galerie virtuelle Inventar Zone. Oui. Ouais, donc ça. Et puis, cet été, en fait, à la fin août, je fais une résidence, si on veut, d'artiste. C'est-à-dire que je vais être à la chapelle de procession de Lotbinière, une petite chapelle très mignonne, là. Et je vais peindre là 6 jours de temps. Donc, bien sûr, s'il fait beau, les portes sont ouvertes, je suis installée dehors. À l'intérieur, il y a des œuvres exposées. Puis les gens peuvent venir puis causer avec moi, regarder comment je travaille et aussi, bien sûr, se procurer des œuvres. Mais donc, je vais être là.
Et c'est quand même pas mal, hein? c'est pas mal ça, là. C'est beaucoup quand même. C'est pas mal ça. Puis, est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Ben oui, j'en ai un qui semblerait qu'il va se réaliser bientôt. C'est celui d'avoir mon atelier dans un local commercial accessible à Québec. Donc, ça, c'est un projet qui est en train de se finaliser. Ensuite, je voudrais faire une résidence d'artiste ailleurs, là, je ne sais pas, dans une autre région, parce qu'avant, je pensais à un autre pays, mais là, on va dire dans une autre région. Ça, je voudrais faire ça. Et puis, j'ai deux gros projets. Un à Saint-Augustin, où je demeure, Saint-Augustin de Desmaures, où j'ai initié un projet qui s'appelle Présenteur, qui va être un projet d'art public, qui sera inauguré le 24 septembre. Et c'est 6 structures qui vont être installées dans la ville de Saint-Augustin et qui vont présenter 34 reproductions d'œuvres d'art d'artistes de Saint-Augustin et de la région. Donc ça, c'est une belle réalisation. Donc, vos œuvres vont être reproduites. Un jury va en décider. Ah oui! Ça va être reproduit sur des panneaux d'aluminium 3 pieds par 4 pieds. Donc, c'est des choses vraiment à l'extérieur, 4 saisons, ça va rester là. Donc, ça, c'est un beau projet. Et avec un groupe d'artistes de Saint-Augustin, qui d'ailleurs était venu ici l'été dernier, ce collectif, j'ai travaillé le projet et on va exposer en février-mars au pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale sur le thème « La montagne secrète » de Gabriel Roy et René Richard. Ce sera un hommage à ces deux grands artistes québécois. C'était celle-ci qu'on avait eue. Vous aviez eu celle-ci, mais là, bonifiée, si on veut, avec plein d'éléments d'animation, d'explication sur Gabriel Roy et René Richard. Ah, c'est super intéressant. Donc, c'est ça, c'est des beaux projets. Pas, hein? Non, c'est ça. Je suis ça me passionne, les arts, puis c'est ça, j'aime m'impliquer, là. Oui. Ouais. En tout cas, c'est sûr que là, nous, on va inviter la population à venir voir votre travail, hein? Voir l'évolution aussi. C'est le fun de voir que si on la prend des œuvres présentées l'an passé jusqu'à la toute dernière, comment ça a travaillé, comment ça a émergé de vous, là, tout ça. Oui, je pense qu'on voit bien l'évolution de mon art, de mon expression artistique, là. Et oui, là, je vais rajouter là, justement une petite histoire pour que les gens comprennent bien là, qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Hein, c'est vraiment beau. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution de votre travail. Déjà, c'était magnifique. Mais là, on sent une complexité, on sent un mouvement de plus. C'est vraiment impressionnant. Oui, puis j'invite les gens à regarder, à ne pas se gêner de regarder le détail parce qu'il y a plein de petits détails. Moi, je dis des fois plein de petits bijoux à découvrir à cause de la texture puis de tous les différents éléments que dans le grand coup d'œil, on ne voit pas parce qu'on voit l'harmonie de tout ça, mais quand on s'approche, qu'on regarde, il y a beaucoup à voir. Oui, c'est ça. Oui. Alors, merci beaucoup, madame. Merci bien, Pascal.
Alors, la troisième et dernière exposition qu'on présente au Carrefour culturel comme exposition temporaire, c'est l'eau et les coups de cœur qui est présentée par la CLIC, la Corporation Lumière Image de Charlevoix. Aujourd'hui, j'ai avec moi le président. Le président. Le président du club de photo, dans le fond, M. Donald Lavoie. Bien, bonjour, Oscar. Bonjour, M. Lavoie. Parlez-moi-en donc du club de photo. Bien, le club de photo, c'est un club qui existe déjà depuis 21 ans, quand même. Pas mal. Cette année, on a quand même rendu à 67 membres dans Charlevoix, dans le Grand Charlevoix. Wow! Puis le club de photo a comme mission de partager nos connaissances, nos compétences, nos habiletés, nos forces, nos faiblesses, puis d'avoir un social intéressant dans le club pour progresser. Puis pour progresser, pour aller plus d'avant dans nos connaissances, nos compétences, bien, il y a de la formation, une fois par mois qu'on donne des formations, suivi de safaris de photos qui sont sortis et de différentes thématiques qui sont abordées lors de l'Assemblée générale. Parce qu'on a quand même une Assemblée générale, parce qu'on est une corporation qui est gérée par un conseil d'administration. Donc, vous êtes le président. Donc, je suis le président. Et là, aujourd'hui, l'exposition, elle a un double thème, je pense. Oui, l'exposition a un double thème dans ce sens-là. On se rappelle qu'à l'année passée, les photographes avaient présenté Coup de cœur. Oui. Puis après ça, considérant la pandémie, bien, l'exposition n'avait pas duré longtemps. Je pense une semaine, on avait fermé. Et par la suite, bien, c'est pour ça que cette année, on a comme deux thèmes. On a les coups de cœur des photographes 2020, puis on a le thème de l'eau qui avait été choisi par l'Assemblée générale de cette année directement. Fait que le thème de l'eau, c'est le principal thème de l'activité. Mes coups de cœur, c'est excellent parce que c'est des côtés plus personnalisés des gens qui aiment leur photographie, qui aiment le style aussi, qui font découvrir le style de photographie, et ainsi de suite. Tandis que le thème de l'eau, c'est un thème qui a été lancé pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau. Hein? C'est-tu rien que des chutes? C'est-tu rien que de la glace? C'est-tu... Bien, on va retrouver toutes sortes d'éléments qui vont présenter l'eau, mais sous toutes sortes de formes aussi. Le mouvement de l'eau, le mouvement dans des feuilles, le mouvement de la pluie, le mouvement des glaçons. Fait que j'invite les gens à venir voir ça, il va y avoir des belles surprises à voir. Oui. Et vous, là, en tant que photographe, là, vous trouvez ça plus créatif quand on vous amène directement dans un thème comme l'eau ou quand on vous dit vous êtes libre, mettez votre coup de cœur, ce qui vous tente, c'est là que vous avez l'eureka. Je trouve la question très intéressante parce qu'elle a comme deux volets. Elle a le premier volet de dire, mettons, si on prend le thème de l'eau, bien, les photographes ont à imaginer d'autres choses de commun. Parce que dans les formations, on dit souvent aussi, soyez créatifs. Essayez de voir votre prise de vue différemment des autres, de tout le monde. Fait que ça apporte des prises de vue puis des sujets très différents dans une thématique précise. Parce que là, on se concentre sur l'eau, puis il faut que l'élément de l'eau soit là sur différentes façons. On peut l'avoir en vapeur, on peut l'avoir gelé, on peut l'avoir de différents en brouillard, en nuage. Il y a plusieurs sortes de façons. Tandis que quand c'est les coups de cœur, bien moi, j'aime mieux ça, coup de cœur, parce que ça donne encore un élargissement de notre créativité. Puis là, on peut aller sur des sujets comme des fois, on ne connaît pas de la personne, mais que les gens veulent nous faire découvrir. Fait que j'aime bien les coups de cœur. Oui. Donc, ça vous permet peut-être de mieux connaître les membres en voyant qu'est-ce qu'ils aiment, leur style personnel à eux. Exactement, parce que des fois, on ne connaît pas tout, là, mais des fois, les jeunes nous amènent avec des belles surprises. Fait que la liberté d'expression est là. C'est vrai que je trouve ça intéressant. Ah oui. Et puis, est-ce que c'est assez dispendieux faire partie du club? Eh mon doux Pascal, je pense, ça fait 21 ans qu'on existe, je pense que ça fait 15 ans qu'on est à 20 $ Par année? Par année. Oh. Fait que c'est vraiment pas cher, c'est vraiment... Non, mais ça inclut pas les formations et tout. Ça inclut toutes les formations, toutes les activités, tout ça. Nous, on est une corporation corporative pour faire du bien au monde, puis qu'ils aient un plaisir dans leur passion photographique. Puis le but, pas de faire de l'argent avec ça. Le but, c'est d'avoir du plaisir, une gang ensemble, puis de partager tous ces beaux événements-là, puis d'aller plus loin. Fait que le prix n'est pas vraiment, c'est juste un prix symbolique qu'on peut dire que oui, tu es membre officiel, parce qu'en étant membre, ça donne aussi... En plus, à des accès de rabais dans certains commerçants. En plus? Fait que c'est quand même très intéressant. Puis aussi, en faisant partie du club de photo aussi, bien souvent, quand on crée des expositions, on crée aussi des partenaires.
Puis des fois, les partenaires, il y a des échanges de commodités, tu sais, comme visiter, mettons ici, mettons que ça paierait, bien, bon, on serait partenaire avec vous, ça serait gratuit pour les membres photos. Ça peut être un peu dans ce genre-là. Là. Fait que c'est quand même intéressant. Ça donne des petits doigts, mais une collaboration de partenaires qui serait gagnant-gagnant. Oui, puis en plus, ça permet de faire des expositions. Là. Exactement. Les lieux, hein, on n'a pas beaucoup. Ici, on échange ça à Baie-Saint-Paul, mais il y a des lieux qu'on se rejoint. Puis là, ça nous permet, parce que l'invitation est là, parce que le club de photo a pris beaucoup de crédibilité au fur des ans. Maintenant, on parle de club de photo, c'est pas un club, il est comme reconnu. Puis il y a des tantôt, je vais te parler, parce qu'on a quand même donné cette année beaucoup d'argent à des causes communautaires que le club de photo, c'est important. Parlez-moi-en. Oui. Qu'est-ce que vous racontez là? Fait que cette année, vu que c'était la pandémie, le club de photo, bien, nous aussi, on devait suivre les consignes sanitaires émises par le gouvernement. Fait qu'à un moment donné, on a parlé de différentes activités, de faire bouger nos membres. Parce qu'aux autres aussi, on était tout en pandémie, puis on ne savait pas comment faire bouger. Fait qu'on a eu 4 à 5 activités qui se sont produites cette année. La première activité qu'on a faite, c'était sur le perron. Sur le perron, c'était d'aller prendre les gens dans différentes situations qui vivaient pendant la pandémie, puis on prenait des photos des gens à ce niveau-là. Fait qu'on des familles sur leur perron. Des familles sur le perron. On se promenait dans Baie-Saint-Paul, dans tout le Grand Charlevoix. On s'est promené dans tout le Grand Charlevoix. Les photographes ont tous participé à se promener le Grand Charlevoix, prendre des clics de photos et ainsi de suite. Et ces photos-là, on pouvait les voir où ensuite? Ces photos-là ont été montées sur une exposition qui s'est faite au musée de Charlevoix. On avait quand même 90 photos de 16 par 20 qui se sont servis pour faire une exposition. Puis par cette exposition, on demandait aux gens qui étaient photographiés de faire un don volontaire. Fait que les gens lui donnaient un don volontaire directement. Fait qu'il y a 2 organisations qui ont profité de cet argent-là par le biais des photographies directement que les membres de l'ATIC ont fait. Fait qu'on a ramassé plus de 3 500 $ qu'on a remis au centre communautaire de Baie-Saint-Paul parce que les gens étaient dans le besoin. Puis la SAC à la Malbaie aussi, un centre communautaire aussi pour aider les gens dans le besoin qu'on a remis. Fait qu'on a partagé 3 500 $ et plus beau, à ces organisations-là par le club de photo. Félicitations! Oui, c'est le fun. Je disais que le club de photo, par la photographie, on peut rendre des choix heureux et plaisants à ce niveau-là, puis c'était bien. Il y a eu d'autres aussi activités aussi. Là, comme dernièrement, il y avait Géoparc dans Charlevoix qui a demandé pour publier, faire des photos pour son site Web. Le Géoparc. Le Géoparc, c'était de prendre des photos de pierres qui sont traduites dans notre vallée de Grand Charlevoix. Puis lui, il voulait avoir des photos un peu spécifiques de Charlevoix, un peu des paysages de Charlevoix, où on trouvait ces genres de pierres-là. Fait que lui, il nous donnait un montant en collaboration pour nous donner d'avoir pris ces photos-là. Et on a ramassé une somme de 900 $ qui nous ont été donnés. Puis quand on a vu ça, bien là, on a partagé aussi à ce niveau-là, maintenant, au niveau des jeunes, des gens qui avaient un certain besoin, le cheval enchanteur qu'on a donné, parce qu'ils étaient eux autres aussi dans leur financement, parce qu'il y a des activités d'un bel organisme qui aidaient. Fait qu'on a donné 900 $ à ces personnes-là aussi. Fait que c'était comme une deuxième chose aussi. Il y a eu aussi le clic du bonheur. Le clic du bonheur, c'était une activité où ce qu'on disait l'isolement. Tu sais, les gens étaient comme isolés. Fait que chaque photographe, puis chaque membre du club de notre page Facebook avait l'occasion de prendre une photo, de nous l'envoyer sur notre site, puis après ça, on regardait les photos, puis ils partageaient un endroit où les autres se sentaient heureux. Puis le thème, on disait « Maudit qu'on est bien ici ». C'était ça que ça voulait dire, le thème. Fait que ça permettait de voir aux gens des endroits où ils pourraient aller relaxer, sortir à ce niveau-là. Fait qu'à ce moment-là, on a eu quand même au-delà de 150 photos qui nous ont été présentées à ce niveau-là. Puis, on a fait tirer des prix. Fait qu'on a eu le Centre de l'Émeu qui nous ont aidé à faire gagner un prix, à donner des prix de produits. Puis il y avait aussi, il y en avait un autre, là, ça m'échappe, là, fait qu'on avait deux commanditaires. Je crois qu'il y avait M. Hudon avec un coffret. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une autre activité. Ah, je m'excuse. Non, ça, c'est une autre activité, mais je veux dire, un autre commanditaire, c'était le port au saumon. Ah, 4 passes gratuites du port au saumon qu'ils nous ont données pour ces gens. Fait qu'on a fait écologique. Fait on a tiré au hasard. Fait il y a des gens qui ont gagné ces prix-là. Fait que ça a été une belle activité. Oui, ça a bien marché. Qui touchait collectivement le monde à ce niveau-là. Puis on a eu port au saumon, exactement, tu n'en parles, port au saumon. Eux autres aussi étaient en activité de financement. Fait qu'on a fait des photos de notre grand Charlevoix, la beauté de Charlevoix. Fait qu'on a fait 27 photos du grand Charlevoix prises par les photographes.
Et M. Jacques Hudon, artiste de Charlevoix, qui est ici, qui fait partie du club, et ainsi de suite, a donné sa collaboration en faisant un coffre très élaboré, très artistique, qu'on connaît au niveau de Jacques, qui a donné cette part-là. Fait que ça a permis de remettre à cet organisme-là un prix de 1 200 qu'eux autres faisaient tirer par des prix directement, des dons ou des choses à ce niveau-là. On trouve que le club de photo a peut-être aidant, a été beaucoup aidant à la communauté. C'était une mission différente, mais très agréable pour les photographes. Hey, c'est extraordinaire, ça. Vous avez vraiment un volet social où vous redonnez à la communauté beaucoup, en plus d'apprendre et en plus de faire des expos. En plus de faire des expositions. Oui, on a eu des expositions, on a eu des expositions aussi. Hein, parlez-moi-en. Là, il y en a une ici, oui, mais il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs aussi. Dans toutes les bibliothèques de Charlevoix, il y a une exposition de 8 photographes qui tournent autant dans les bibliothèques de l'Est que de l'Ouest. C'est des thèmes, il y avait des fleurs, il y avait des paysages, quoi que ce soit. Il y a cette exposition-là. On vient de finir une exposition aussi au musée de Charlevoix sur, comment on appelle ça? J'ai un petit blanc de mémoire, là. Sur le perron, les photos sur le perron. Oui. On en avait 89, fait que ça a été exposé là très longtemps aussi, fait que c'était très intéressant, fait que les gens rentraient, puis on voyait tous les gens qui étaient pris en photo en dimension 16 par 20, fait que c'était très impressionnant. Oui. Fait que là, cette exposition-là vient juste de finir, fait que c'était les 2 expositions qu'on avait à ce moment-là. Puis la dernière qu'on vient tout juste de monter, toute fraîche, c'était l'exposition Ville et Village. Celle qu'il y a eu ici. Ici, mais cette exposition-là, ce thème-là marche bien. On l'a fait à Saint-Urbain, on l'a fait à Navamalbé, on l'a fait à Saint-Amé-des-Lacs. Puis là, on l'a mis au bâtisseur de Baie-Saint-Paul. Fait que quand on est rentré là avec l'exposition au bâtisseur de Baie-Saint-Paul, c'était extraordinaire. Les gens... Les personnes âgées étaient contentes avec tout ce qu'ils ont vécu et ainsi de suite. C'était euphorique. C'est vrai que ça doit leur faire du bien. Vois-tu, c'est un peu tout ce qu'on fait dans notre façon de faire du club photo. Je trouve ça très agréable comme président, puis je trouve que les photographes sont très généreux de faire partie du club, mais généreux de leur temps, parce que c'est quand même de l'argent, hein, on ne peut pas se le cacher, ils investissent quand même de l'argent. Oui, parce que les photos, c'est eux qui les impriment, oui, puis ils les font développer. Exactement. Et leur appareil, etc. Tout ça. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est comme une famille, le club de photo. Les gens ont un plaisir, puis ils sentent pouvoir donner à ce niveau-là. C'est agréable aussi à ce niveau-là. Puis il y a un conseil d'administration, je le dis, on ne le dit pas assez souvent, on est une corporation, un conseil d'administration. Je suis président, mais président, c'était le beau rôle. Mais les gens sur le conseil d'administration, eux autres, c'est qui apportent des idées. Moi, je viens qu'à trancher des idées ou quoi que ce soit, mais les idées viennent du conseil d'administration, parfois quelques membres. Et les tâches, vous les partagez. Les tâches sont partagées, fait que je remercie le conseil d'administration. C'est vrai qu'ils sont... moi, je travaille avec certains d'entre eux, ils sont très efficaces. Oui, c'est efficace. Vous êtes bien entouré, M. Lavoie. Si on continuait par, c'est quoi vos plans d'avenir? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes qui sont en train d'être traités? Là, on a eu notre assemblée générale au mois de mars. Un jour à l'assemblée générale, on part d'une programmation. Fait que la programmation, on avait beaucoup d'idées, mais il faut s'ajuster avec les règles publiques. Hein, on n'a pas vraiment le choix. Là, présentement, on a l'exposition qui est ici, les 2 expositions. Par la suite, il va y avoir une formation qui s'en vient. Le thème de l'année, ça va être l'activité sur le thème action. Là, on avait l'eau, on avait coup de cœur, mais là, l'année prochaine, c'est des photos d'action. Fait que le mouvement, l'action, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, c'est le thème qui a été choisi. Là, il va y avoir une formation bientôt sur le mouvement, comment on prend ce mouvement-là, des actions et ainsi de suite, suivi d'un safari qui va avoir lieu, là, avec les normes qu'on voit qui veulent ouvrir un petit peu plus. Il va y avoir une sortie genre safari, où on va pouvoir former les gens sur des techniques, quoi que ce soit. Fait qu'on a ça présentement dans la programmation. Vous allez suivre le club cycliste, vous allez suivre... Oui, pas mal d'activités. Pas mal des activités vont se passer dans Charlevoix. Fait que c'est un peu dans ce thème-là. On ne va pas aller plus loin que ça, parce que l'année passée, on avait pris beaucoup, mais on était obligé de canceller, puis on trouvait ça désagréable. Là, vos formations, est-ce que ce sont des membres de la clique qui les donnent ou vous engagez des formateurs? Il y a des membres de la clique qui donnent la formation. Il y a des gens, parce que dans le membre de la clique, on y retrouve des personnes qui commencent en photographie, on y retrouve des amateurs, on y retrouve des professionnels qui sont pas. Fait que, on essaie d'aller chercher le plus possible des gens
de la clique qui ont une certaine compétence, qui ont une certaine expérience, puis qui sont capables de donner le savoir, Oui, en fin oui, de compte. oui. Ça, c'est très bien. Puis, on fait appel aussi à des gens à l'extérieur pour des formations beaucoup plus poussées ou des Oui, choses mais qu'on comme voit là, moins. le mouvement, ça risque de demander... Oui, ça risque de demander c'est ça, des ouvertures plus, quoi que ce oui. soit. Puis un thème qui va être probablement prochain, ça va être probablement la photo de nuit, en light painting qu'on appelle avec lampe de poche, Oui, qu'on veut oui, apporter oui. un spécialiste, une nouvelle vision de photographie de nuit et de lumière. Ça fait que ça va être pas mal un thème qui va être abordé là, avec un formateur extérieur. La photographie, là, c'est vraiment un art qui est super actuel, là. C'est moderne et c'est technologique, là, si je Oui, comprends c'est bien. beaucoup de moderne technologie. On n'a pas de pinceau, mais les lentilles, maintenant, c'est quand même... Mais il faut toujours garder une affaire, même si on n'est pas à jour dans un appareil moderne, un appareil qui fait de la photographie. J'ai toujours dit que le plus important, lequel qui prend la photo, c'est la personne en arrière de l'appareil photo. Ouais. Hein? Fait que c'est lui qui devient créatif avec son appareil, quoi que ce soit. Puis je te dirais, Pascal, qu'aujourd'hui, les appareils sont rendus tellement modernes, spécifiques, électroniques, ça devient compliqué maintenant. Je te Ça dirais, doit. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réglages qu'on doit faire. Fait nous, ce qu'on enseigne à nos gens, pour que ça soit le plus facile possible, puis dans les formations qu'on parle beaucoup, on dit toujours aux gens, on va travailler en mode manuel. Fait qu'on nous dit, sur nos appareils, on n'essaye pas de travailler en automatique, ni en priorité ouverture ou quoi que ce soit. On dit aux gens, vous allez apprendre à travailler en manuel. Parce qu'en manuel, on a le contrôle de tous nos éléments qu'on veut mettre. La profondeur de champ, la vitesse, les ISO, tout ça, et ainsi de suite. Fait qu'à ce moment-là, on devient aussi plus créatif. Oui. Ça nous amène des mouvements plus créatifs parce que tu décides de ta vitesse, tes affaires. Fait qu'à chaque fois qu'on a une formation, on essaie de donner la formation qu'elle parle du manuel pour rappeler aux gens comment travailler en manuel. Les photos, par contre, peuvent être retouchées à l'ordinateur par la suite. Bien, aujourd'hui, à 95 les gens, là, c'est l'ordinateur. Là, autrefois, on appelait ça une chambre noire. Hein? On faisait en Ben chambre oui. noire, on développait, puis on menait notre main, puis on mettait une petite lumière, puis on mettait des choses, puis on ajustait notre photographie. Maintenant, on est chanceux, chaque photographe a son laboratoire chez eux, ils ont des ordinateurs. Ça fait que ça devient des chambres noires. Mais je te dirais qu'à 95 les gens retouchent tout à leur photo, soit ils mettaient un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de contraste, des éléments. Puis ça, c'est correct, ça fait partie de ça parce que il y a des modes de photographie qu'on fait, en JPEG puis en RAW. Fait que quand on fait du RAW, on appelle ça une photo brute. Puis quand c'est une photo brute, bien, c'est une photo qui doit être travaillée obligatoirement, être en un sens brut. Elle nous donne des informations pour être travaillée. Fait que c'est un peu dans ce sens-là, mais c'est agréable. Là. Moi, je dis que la photo est le fun à voir tant qu'on n'y rajoute pas de sujet. Là, on devient un peu des tricheurs, un peu on modéré, tu sais, un peu trop. Mais quand on travaille sur des contrastes, des clartés, de la luminance ou des choses, ça, c'est correct, ça fait partie du développement normal. Je crois remarquer aussi que la grande tendance dans votre exposition, c'est l'impression sur toile. Oui, bien, les gens ont développé, tu sais, on avait impression papier, hein, qui était beaucoup là sur place. Maintenant, les gens ont beaucoup de tendance à aller vers l'impression sur toile qui donne des effets autre que papier, puis qui donne des effets un peu plus artistiques aussi. Il y a une douceur. Il y a une douceur qui se présente plus que le papier directement. Ça fait que c'est des modes que les gens expérimentent, puis des modes qui arrivent sur le marché de plus en plus qu'on voit. Et puis je te dirais que même que les prix deviennent un petit peu moins chers aussi quand on fait des transferts sur toile ou quoi que ce soit qu'imprimer sur papier. C'est moins onéreux. C'est moins onéreux, puis bien souvent le cadre fait partie de, et ainsi de suite. Puis Intéressant. tout le cadrage, tu remarques maintenant, hein, les gens sont fiers, sont contents, fait, on devient des beaux encadrements aussi. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment une belle exposition, M. Lavoie. Est-ce que vous avez des remerciements à faire? Bien, j'ai des remerciements au comité là, qui a monté l'exposition. Là, tout le comité, bien, c'est sûr, tout le personnel du Centre Paul Médéric, puis vous autres aussi, là, que vous êtes des partenaires extrêmement importants pour nous autres, puis toujours accueillants, puis agréables de travailler avec vous autres. C'est le fun. J'aimerais remercier mon comité aussi les photos, qui apportent les photos, qui déménagent, qui apportent aussi. Fait qu'il y a Caroline Léon-Tremblay qui est sur ce comité, Michel Fortin, et M. Jacques Hudon, que lui est notre monteur, notre spécialiste, notre personne qui nous donne, technicien qui donne beaucoup d'idées. Puis remercier, c'est sûr, le CA, je le remercie, mais tous les photographes. Oui. Hein, les photographes qui participaient à cette activité-là, puis d'être aussi présents année et après année. Fait que c'est intéressant. Puis j'aimerais remercier aussi... Parce que, tu sais, on fait des expositions, mais des fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Puis, c'est leur première exposition qu'ils font.
Là, je ne trouve plus ma feuille, cette valeur. Là. Oui, je les ai. Fait que j'aimerais dire le petit nom, c'est leur première exposition qu'ils font, parce que dans le club photo, aussi, on demande aux gens, hey, c'est le fun de faire une première exposition, de voir les commentaires, les feedbacks, de voir les autres. Fait que je dois remercier Jocelyn Petitclerc, Laurent Aymon, Ludovic Bouquel, Herman Charret, Lucien Duhamel, Lynn Gay et Claude Arbé. Félicitations pour leur première exposition. On les félicite. Pour motiver, puis les choses. Fait que je trouve ça important de les souligner. Puis se commettre, ça fait toujours peur au début. Ça fait toujours peur, effectivement. Puis j'invite le public, puis les gens à venir. Là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti. Fait que c'est le temps que vous sortez, venez voir. Vous allez avoir sûrement de belles surprises. Oui, il y a une super de belle diversité. C'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais. Ça se peut pas que ces gens-là n'aient pas leur propre coup de cœur. Oui, c'est ça. Puis, fait que je vous invite à venir à l'exposition. Puis s'il y en a qui te demandent si les photos sont à vendre, vous avez toutes les informations en haut. Oui, les photos sont à vendre, mais Pascal, avec son équipe, a toutes les informations pour vous guider à ce niveau-là. Tout à fait. Merci, Pascal. Puis merci au public. Puis ça va être plaisir de vous voir. Monsieur Lavoie. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Bien sûr, je vous invite tous à venir ici au Carrefour culturel Paul Médéric, aux 4 rue Ambroise Fafard à Baie-Saint-Paul, pour découvrir les expositions qui sont ici jusqu'au 1er août, soit Broderie d'art, Exubérance et poésie de Marie-Renée Otis, L'eau et les coups de cœur 2020-2021 de la Corporation Lumière Image de Charlevoix et Rêve d'une rive, rive de rêve de Madame Marie Plante. Bien sûr, mes expositions permanentes au demi-étage sont toujours disponibles, soit Espace Baie-Saint-Paul, qui est sur l'histoire de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, sur écran tactile. Vous pouvez tout trouver, ce qui concerne l'histoire de la région. Et également le Studio Trad, qui permet d'essayer 4 techniques traditionnelles textiles de la région.
Alors, bienvenue à tous.